êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui, pour nos tisanes philo Vincianisme 41, j'aimerais solliciter la bienveillance de votre écoute en compagnie de Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro, car j'aimerais continuer à déconstruire la notion si envahissante de l'identité et afin de poursuivre cette réflexion, il me semble nécessaire d'affirmer d'emblée que je considère que l'individu de l'espèce humaine n'existe pas en lui-même au sens propre. Être humain, à mon sens, c'est être une cause commune. En d'autres termes, notre essence même est intrinsèquement liée à notre capacité à nous unir et à collaborer ou pas en tant que collectivité. Il s'agit de réunir ce qui est épars plutôt que de diviser les uns des autres. C'est comme une note dans une composition musicale en perpétuelle évolution. Une note apparaît, disparaît et la musique continue avec d'autres notes. Chaque individu est comme une note dans une symphonie, temporaire, mais essentielle pour créer une harmonie d'ensemble. Nous sommes des fragments d'une mélodie plus vaste où chaque note, bien que fugace, contribue à la beauté et à la profondeur de l'œuvre collective. Cependant, il serait naïf de penser que toutes les notes s'accordent toujours parfaitement. Dans cette symphonie humaine, il y a aussi des dissonances et des discordances. Les conflits, les divergences d'opinion et les incompréhensions font partie intégrante de notre existence collective. Ces notes discordantes, bien qu'inconfortables, peut-être qu'elles stimulent une mélodie des temps meilleurs. Mais ça n'a pas l'air d'être simple. En tant qu'être humain, notre existence prend tout son sens dans l'interconnexion et l'interdépendance avec les autres. Chacun de nos actes, bien que petits, façonne et influence la mélodie de l'humanité. Ainsi, être un humain, c'est embrasser la notion que notre identité n'existe que dans notre engagement commun à bâtir, à partager et à enrichir cette cause commune qu'est notre humanité partielle et collective. Nos émotions et nos affections ne découlent pas de notre essence, mais des causes extérieures qui agissent sur notre existence. Et là, je sens l'influence de Spinoza. En ce sens, l'existence est une épreuve, mais une épreuve physique et chimique, une expérimentation, le contraire d'un jugement moral. En fin de compte, aucune action en soi n'est intrinsèquement bonne ou mauvaise. La haine, le remords et le ressentiment sont les ennemis du genre humain. Mais il ne s'agit pas seulement de musique, mais d'une manière de vivre. C'est le mouvement qui établit l'action vitale humaine, et par la vitesse et la lenteur, nous nous harmonisons avec autre chose, avec autrui, comme dans un bouillon moléculaire. À mon avis, la vie n'est pas un destin, ni un plan prédéfini. La vie elle-même est cachée et jamais entièrement révélée. Tout ce qui nous reste à faire, c'est deviner ou induire à partir de ce qui est visible et s'en contenter. Oui, s'en contenter, ça il faut apprendre. Peut-être que penser ne consiste pas seulement à comprendre, mais surtout à voir. Ainsi, notre existence est une expérience constante, influencée par des forces extérieures et marquée par des dangers, des mauvais pas, des écueils. Nous nous définissons non pas par des jugements moraux, mais par notre capacité à évoluer et à nous adapter, nous associer, transformer, mettre en rapport, se recentrer au fur et à mesure du voyage. Les émotions négatives comme la haine et le ressentiment nuisent à cette évolution et à notre cohésion en tant qu'espèce humaine. Vivre pleinement signifie embrasser le changement et l'interaction avec les autres en reconnaissant que la vie est une série de découvertes et d'adaptations. Et à la suite de cette introduction, j'aimerais approfondir un petit peu plus philosophiquement la réflexion en me faisant aider par la pensée de Kitaro Nishida et ses concepts fondamentaux de lieu, basho, et de l'altérité absolue, Zetai no Ta.
Nishida, philosophe japonais, a créé une philosophie qui met l'accent sur la dimension spatiale et relationnelle de l'esprit humain. Contrairement à une approche occidentale qui souvent met en avant une subjectivité autonome et centrée, Nishida propose une vision où l'individu est ancré dans un lieu, un contexte qui n'est pas seulement physique, mais aussi existentiel et social. Le lieu, chez Nishida, est une notion profondément holistique, globale quoi. Il ne se réfère pas seulement à un endroit géographique, mais à un espace métaphysique où se rencontrent et se relient les expériences et les êtres. Ce lieu est dynamique et en constante transformation, reflétant la complexité des interactions humaines et des vécus que l'on croit individuels. Pour Nishida, c'est dans ce lieu que l'individu exprime un bout de son identité, en quelque sorte un échantillon de vie, non pas en isolation, mais en relation avec le tout. L'ego est une invention, une exagération, une surenchère, une débauche, une suroffre, une immodération. Il s'agit absolument de dégraisser, de se faire de l'image d'individus comme exemplaires uniques, particuliers, personnels, original, séparés, spécifiques, constitutifs de soi-même, plutôt honnête qui se définit en lui-même, à lui tout seul, non. Il est existant par lui-même, n'étant ni la cause ni l'effet. L'altérité absolue est un autre concept central chez Nishida. Il s'agit de reconnaître que l'autre n'est pas simplement un miroir de soi ou une extension de son propre être. Cette altérité radicalement différente permet de dépasser une vision autocentrée de l'individualité, une individualité qui ramène tout à elle, autarcique, isolationniste. En embrassant l'altérité absolue, on peut entrer en relation véritable avec les autres, comprendre leur singularité et enrichir sa propre existence par cette reconnaissance de la diversité même, incompréhensible lors d'une première approche. Plus légèrement et avec un brin d'humour, on est toujours le proche de quelqu'un, et lorsque nous nous sentons proches de quelqu'un, notre corps et notre cerveau subissent des changements positifs. Le contact physique, le contact visuel et le lien émotionnel déclenchent la libération d'ocytocine, souvent appelée hormone de l'amour. Voyons. Notre relation avec l'autre pourrait promouvoir une géographie de l'esprit qui montre comment les pensées et les concepts se déplacent et se transforment dans ce lieu dynamique. En fait, nous rassemblons nos petits villages intérieurs qui sont contigus, adjacents, limitrophes, mitoyens, riverains, côte à côte. En tout cas, la conscience humaine n'est pas statique. Elle voyage, s'exprime et se projette dans des dimensions variées, tout en maintenant une connexion avec ce lieu fondamental de l'existence qui n'est ni complètement soi, ni complètement autre. Pour accompagner cette réflexion, je vais m'approcher à nouveau de Spinoza et de son troisième genre de connaissance, l'intuition. Scientia intuitiva en latin. Il s'agit d'une forme de compréhension qui transcende la connaissance rationnelle, le second genre, et la perception sensorielle qui est le premier genre. Pour Spinoza, l'intuition est une connaissance directe et immédiate des essences des choses. J'aurais tellement aimé être capable de développer une science de l'intuition à la suite de Spinoza, peut-être en intégrant cette vision nishidéenne de l'espace relationnel et de l'altérité. Une telle science pourrait reconnaître la complexité des interactions humaines et de l'existence relationnelle, encourager la contemplation intuitive des essences en allant au-delà des apparences superficielles, promouvoir une ouverture à l'autre et au monde en reconnaissant la valeur de chaque lieu et de chaque individu. Mettre en avant une méthodologie holistique qui ne dissocie pas les éléments mais les comprend dans leur interconnexion. En somme, cette approche philosophique est un cheminement vers une compréhension plus profonde et plus intégrée de la réalité, une véritable géographie de l'esprit, où chaque élément trouve sa place en relation avec l'ensemble. Et en suivant à nouveau Nishida Kitaro, puisque le moi s'oppose au non-moi, il doit simultanément y avoir une chose qui contient en elle l'opposition du moi et du non-moi,
une chose qui fait s'établir en elle les phénomènes de conscience entre guillemets, bien entendu. Et pour ne pas finir, essayons de toujours commencer une bribe de réponse de comment la connaissance de la réalité véritable est possible, sans filtre, ce qui est donné le plus directement possible. Essayons, si possible, de continuer à parcourir toutes les aventures et les avenues possibles d'une vie sans jamais perdre de vue la joie de vivre, en mettant le plus souvent possible de mettre un terme à ce marasme et en faisant valoir les droits de l'amour contre l'obsession morbide, en opposant au règne despotique de l'idée de la mort une curiosité renouvelée pour la vie et extraire une épice délectable, le sel de la vie. Ce dernier passage, c'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai tiré tel quel du 4e de couverture du magnifique livre d'Émile Zola intitulé « La joie de vivre ». En compagnie de Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro, chère auditrice, chers auditeurs, je vous dis au revoir au prochain Messianisme. Vous êtes sur Radio Salcena, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.